Je remercie sincèrement les organisateurs de la journée de m'avoir invité cette année à vous parler de l'usage médical du cannabis, sujet très en vogue dans la presse médicale et non médicale. Le plan que... Alors ça passe pas... Si. Le plan que je vais suivre donc pour mon propos, c'est de déjà vous dresser quelques généralités autour du cannabis avec un tout petit mot très court de pharmacologie. Je vous parlerai des spécialités disponibles en France et à l'international, les indications validées ou non du produit. Et puis, j'essaierai surtout de vous présenter quelques vignettes cliniques qui pourraient vous inviter à penser à l'usage thérapeutique du cannabis. Alors, pour commencer, effectivement, et introduire le propos, le cannabis sativa, donc, fait partie des plantes les plus anciennement cultivées et utilisées par l'homme pour fabriquer, par exemple, des cordes, du papier ou encore du textile. Le cannabis est donc la plante de chanvre qui présente une teneur moyenne en THC de 1% au moins. Et on va trouver effectivement différentes préparations à base de cannabis, des produits donc dérivés de la plante, soit en cannabis brut, soit des sommités fleuries, des huiles, ou alors des préparations plutôt magistrales ou semi-industrielles. N'est pas considéré donc comme thérapeutique l'usage récréatif du cannabis, ça semble assez évident. Les variétés de chanvre avec une teneur en THC donc inférieure à 1%, et tout ce que vous voyez sur le pignon sur rue des boutiques qui vendent le CBD. Aujourd'hui, en France, le cannabis, effectivement, reste un stupéfiant et donc l'usage récréatif du cannabis est illégal en France. Mais comme le cannabis reste également un stupéfiant, ça veut dire que nous n'avons pas le droit de le fabriquer, de le transporter, de le détenir ou de le céder. Pour autant, il y a certaines exceptions, certaines spécialités pharmaceutiques avec des AEMM actuellement en France, et puis l'expérimentation sur la pertinence et la faisabilité de l'usage médical du cannabis, d'où vous parlera Laure Coppel tout à l'heure. Bien évidemment, on peut s'interroger, puisque certains pays vont utiliser le cannabis à des fins thérapeutiques. Bien que cet usage soit permis, si on fait un petit tour d'horizon, on se rend compte qu'il y a autant de pays que de règles, avec des indications restreintes ou non d'utilisation du cannabis à des fins thérapeutiques, diverses présentations de la molécule, des remboursements ou non, des productions autorisées ou des produits qui vont utiliser des produits d'importation uniquement. Et comme je vous disais en préambule de mon propos, une actualité nombreuse avec effectivement de la presse qui prône les mérites aujourd'hui du cannabis à des fins thérapeutiques. Si on s'arrête un tout petit peu sur la pharmacologie, et là je passerai assez vite, le cannabis va faire interagir deux récepteurs, les récepteurs CB1 et CB2. Ces récepteurs vont donc avoir des sites d'action différents. Les récepteurs CB1 sont principalement dans le système nerveux central et vont être principalement impliqués dans les effets neuroactifs, neuropsychiques du cannabis, tandis que les récepteurs CB2 vont être plutôt situés sur les cellules immunitaires circulantes dans le sang et vont donc avoir un rôle dans les mécanismes d'immunomodulation en lien avec la molécule. Certains produits donc dérivés du cannabis vont donc avoir des actions agonistes et antagonistes sur ces récepteurs, donc une pharmacologie très complexe qui fait intervenir des protéines G, protéines qu'on retrouve également dans certaines voies de la douleur. Le cannabis, ses différents composés, les grands chefs de file, ce sont les phytocannabinoïdes avec donc le THC delta 9 tétrahydrocannabinol, qui va être responsable des effets psychoactifs du cannabis, et le CBD, cannabidiol, qui lui n'aura pas d'effet psychoactif, qui peut effectivement être antagoniste des récepteurs CB1 et donc protéger un peu des effets neuropsychiques, et qui lui aura plutôt des effets effectivement sur l'immunomodulation
et donc sur des voies de l'inflammation. On a d'autres procédés et d'autres composés très nombreux du cannabis. Là, je vous en ai listé quelques-uns. C'est surtout pour vous dire que les voies d'action des produits cannabinoïdes sont très diverses et variées. Certains vont agir sur les mécanismes d'ostéoclastique, ostéoblastique, et donc pourraient avoir des rôles sur l'ostéoporose, des régulations dans les mécanismes glucidiques et des rôles dans le diabète. Donc vraiment des actions thérapeutiques qui pourraient être invitées à être cherchées et recherchées. Pour autant, cannabis n'est pas effectivement un usage sans danger, puisque effectivement on décrit quand même des accidents cardiovasculaires graves avec l'usage du cannabis, thérapeutique ou non d'ailleurs, avec des syndromes coronariens aigus, des infarctus du myocarde, des AVC, probablement corrélés à des effets dose. Sur le plan également neuropsychique, c'est une molécule qui n'est pas anodine, avec effectivement des risques de décompensation psychotique, de dépendance, de troubles de l'attention et de la vigilance. Et il semblerait effectivement que ces dangers soient majorés avec les formes de cannabis inhalé. Bien entendu, on rencontre des effets indésirables dans ces mêmes champs cardiovasculaires et neuropsychiques, troubles du rythme, troubles tensionnels, nécessité donc dans l'usage thérapeutique d'une surveillance ECG. Et donc, sur les troubles neuropsychiques, somnolence, crise d'angoisse, anxiété, paranoïa, vous voyez bien que pour les patients douloureux, ces troubles neuropsychiques pourraient être quand même bien embêtants. Donc, effectivement, des contre-indications à l'usage du cannabis sur les terrains cardiovasculaires à risque, les pathologies psychiatriques ou anxieuses sous-jacentes, et l'usage, effectivement, du cannabis à des fins thérapeutiques nous contre-indique à la conduite automobile et ou de véhicules. Ce n'est pas rien. De nombreuses interactions, puisque ce sont des molécules qui sont métabolisées par le cytochrome P450. Et donc, on va avoir effectivement des variations importantes sur les utilisations d'antifongiques, certains dérivés de platine, des taxanes dans la chimiothérapie. On va renforcer effectivement les taux circulants des tricycliques, des benzodiazépines et des opiacés. Là aussi, vous voyez que pour les patients qui pourraient être traités par du cannabis, une surveillance va être importante. Très peu de données sur la grossesse et l'allaitement, en tout cas pas de risque a priori malformatif. Dans la grossesse, on sait que ça va augmenter le risque de menace d'accouchement prématuré et de retard de croissance intra-utérin, risque de sevrage chez le nouveau-né, risque de troubles du neurodéveloppement chez la femme qui est enceinte ou allaite et consomme. Et on décrit également des anémies maternelles accrues au décours de la grossesse. Alors, certaines spécialités vont être effectivement disponibles, 3 en France, l'Epidiolex, avec effectivement une ATU nominative dans certaines formes d'épilepsie réfractaire au traitement classique, Sativex dans le cadre de la spasticité chez le patient qui souffre de sclérose en plaques, mais aujourd'hui non commercialisé en France, et puis le Marinol, qui va avoir une ATU nominative dans le cadre des douleurs neuropathiques et des AMM un peu plus larges dans les autres pays européens. Ailleurs, on va retrouver les mêmes molécules et on rencontre également le sésamètre qui va être une molécule utilisée dans les nausées-vomissements chez le patient sous trithérapie pour le VIH ou chimiothérapie dans le cas d'un cancer. Donc on voit effectivement que déjà les indications médicales du cannabis, elles sont assez variées. Et donc effectivement, on décrit quelques indications validées, les douleurs neuropathiques réfractaires aux thérapeutiques accessibles, médicamenteuses ou non, les formes d'épilepsie sévères et pharmacorésistantes, des symptômes rebelles en oncologie liés au cancer lui-même ou liés à ses traitements, les situations palliatives tout venantes, et puis la spasticité douloureuse de la sclérose en plaques ou les autres maladies neurologiques apparentées. Si on s'attarde effectivement sur la pharmacologie du produit, on peut tout à fait effectivement se dire que certaines indications aujourd'hui non validées pourraient être des voies de recherche intéressantes, à visée effectivement curative dans le cancer du fait des mécanismes de régulation de l'immunité. Et il y a quelques études dans les tumeurs gliales, des actions effectivement peut-être sur la dépression du fait de leurs effets psychoactifs, peut-être également un intérêt du fait de l'effet orexigène dans l'anorexie mentale ou dans l'anorexie associée aux maladies chroniques, les troubles du sommeil, le diabète ou également le traitement de l'ostéoporose. Mais là, c'est vraiment des pistes qui sont aujourd'hui approuvées.
Alors, qu'est-ce que les sociétés savantes nous disent aujourd'hui? La SFETD, en 2018, disait qu'il y avait un intérêt réel pour le THC, probablement toutefois des effets cliniques modestes, et nous invitait effectivement à renforcer nos connaissances et développer la formation. L'AFSOS, effectivement, mentionne 2 études qui sont plutôt assez signifiantes sur l'utilisation du cannabis à des fins thérapeutiques. Pour autant, le bémol de ces études, c'est que la douleur apparaissait effectivement toujours comme un syndrome très plurifactoriel et l'amélioration clinique n'était pas que sur le symptôme douloureux pur. Donc là aussi, on peut s'interroger sur les effets réels du cannabis sur les voies de la douleur. En soins palliatifs, 2 grandes études. Je vous parlerai surtout de cette grande étude israélienne qui est une étude prospective avec 10 ans de recul du cannabis thérapeutique en Israël, qui a regardé effectivement chez les patients suivis pour un cancer quels étaient les symptômes améliorés par l'usage du cannabis thérapeutique. Et là, on voit que les symptômes étaient vastes, hein, nausées, vomissements, troubles du sommeil, fatigue, anxiété, dépression, prurite. La douleur faisait partie également de ces symptômes. On voit que les patients, pour autant, ont continué à prendre le cannabis thérapeutique parce qu'il y avait un soulagement en termes de souffrance. Alors, je vous ai mis effectivement, pour illustrer un peu le propos, quelques vignettes cliniques de patients que j'ai pu accompagner dans mon parcours. Alors, ce premier patient, c'est un patient de 67 ans que je suivais au CETD, qui avait donc des douleurs de sclérose en plaques, des douleurs neuropathiques très évoluées, avec une sclérose en plaques, avec, je dirais, une vraie difficulté dans sa vie quotidienne. Ce patient, en tout cas, avait une stratégie très multimodale de prise en charge du CETD, avec des techniques même de neuromodulation. Et à chaque fois qu'il venait en consultation, sa demande était « Est-ce que le Sativex est arrivé ?» Et donc, effectivement, le Sativex n'est pas arrivé. Et puis, un peu en désespoir de cause, ce monsieur s'est trouvé à faire des space cakes à base de cannabis avec des plantes cultivées dans son potager. Et globalement, il a trouvé qu'il avait un mieux-être sur le plan clinique. Jamais il n'a identifié un mieux-être du côté de la douleur, mais un mieux-être plutôt global. Par contre, il était très dérangé par cet usage illégal d'un produit et donc il est allé effectivement se faire suivre aux Pays-Bas et donc il est revenu avec effectivement une prescription de Sativex et pour lequel il pouvait nous dire le mieux-être, mais pas le mieux-être sur la douleur. Ensuite, une autre vignette pour illustrer un peu le propos. Donc, une jeune femme de 24 ans, donc hospitalisée sur l'unité de soins palliatifs, qui présente une cholangite sclérosante auto-immune qui s'est compliquée d'une cirrhose et donc de CHC multifocaux. Elle est en situation palliative non terminale quand on l'accueille et elle est hospitalisée chez nous pour un tableau de ce qu'on appelle, nous, une total pain, c'est-à-dire une douleur qui envahit effectivement toute la sphère de la vie de cette jeune femme. On va effectivement lui proposer une stratégie très complexe de prise en charge de ces douleurs avec effectivement des thérapeutiques telles que des opiacés, des corticoïdes, de la lidocaïne, une cure de kétamine, des tricycliques, de la gabapentine. Elle est également très anxieuse et donc elle a du midazolam. Et finalement, l'approche qu'on lui propose ne la soulage pas. Et on a l'impression quand même qu'elle est beaucoup plus soulagée par l'approche de nos soins de support et entre autres le travail en psychomotricité et en salsnozolène avec notre psychomotricienne. Cette patiente, en fait, était ancienne consommatrice de cannabis et elle va reprendre une consommation de cannabis au décours de son séjour en hospitalisation. Et elle, ce qu'elle va surtout décrire avec cet usage de cannabis, c'est une amélioration de sa qualité de sommeil. Et on essaye à ce moment-là, effectivement, de lui proposer une inclusion dans l'étude de pertinence sur le cannabis thérapeutique en France. Et en fait, elle ne veut pas, parce que son projet est de rentrer à la maison en HAD, ce qui a pu s'organiser, et de garder une certaine forme de conduite automobile par chez elle, alors ce qui n'était pas très conseillé avec les opiacés. Mais du coup, c'est le vrai frein pour elle, et donc elle ne veut pas rentrer dans l'étude. Troisième patient, jeune monsieur également de 42 ans qu'on suit sur l'unité de soins palliatifs pour un cancer du poumon polymétastatique, lui en situation également palliative, mais cette fois-ci terminale. Il est en fin de vie quand on l'accueille dans l'unité. Et son motif de transfert chez nous, c'est un tableau de douleur complexe des membres inférieurs avec une épidurite pour lequel, effectivement, il a déjà été irradié.
une stratégie effectivement thérapeutique très lourde de prise en charge. Il adhère par contre très peu à la prise en charge en soins de support proposés dans le service, et lui, il veut vraiment trouver une solution dans les traitements. Et donc, c'est un monsieur qui n'avait jamais lâché effectivement sa consommation de cannabis depuis le début de sa maladie, avec effectivement initialement du cannabis pour traiter ses nausées, vomissements, puis après pour l'aider sur la douleur. Et là, on voit qu'à l'approche de sa fin de vie, ça ne lui réussit pas trop, puisqu'il va avoir des grandes hallucinations, de l'angoisse de mort, un tableau assez terrible. On n'a pas le temps, lui, de l'inclure dans l'étude, et donc on va lui proposer, effectivement, parce qu'on est en échec devant un tableau de douleur réfractaire, une pratique sédative, avec du midazolam en dehors des soins et avec du propofol pour renforcer la sédation lors des soins. Dernière situation clinique, c'est un jeune homme de 17 ans qui a un glioblastome, qui est en situation palliative, et là, c'est la prescription parentale de THC à haute concentration pour essayer de réduire la maladie. Et là, je vous avouerai qu'on a été étonné de constater l'absence de symptômes chez ce jeune homme, et surtout, on a été plus gêné par l'usage illégal dans cette indication au niveau de notre équipe soignante, parce qu'il n'avait peut-être pas de consentement du jeune à utiliser un produit à des fins effectivement non, je dirais, thérapeutiques, vu qu'il n'en avait pas conscience. Voilà un peu moi ce que je voulais vous présenter. Laisser la parole maintenant au docteur Coppel et vraiment parler de la clinique. Merci beaucoup.